bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, bienvenue sur la tribune de Teler TV qui portera sur Kolela Gate. Après l'inhumation de Guy Brice Parfait Kolela, quels enjeux politiques et judiciaires? On en parle aujourd'hui sur ce plateau avec mes invités, Monsieur Mathieu Bakima Baliel, diplômé de l'Institut des hautes études internationales de Genève, enseignant dans le Maryland. Vous êtes également directeur de publication du célèbre journal Madou Koutchekele. Bonjour. Bonjour. Il y a également Monsieur Georges Goma Gakissa, docteur en sociologie, Paris-Sorbonne, enseignant à l'Université de Québec. Vous avez également enseigné 14 ans à l'Université d'Evry. Bonjour. Bonjour, Monsieur Perra. Et enfin, Monsieur Maurice Louzala, mathématicien, enseignant, chercheur. Bonjour. Bonjour, Christian Perrin. Ce que vous avez en commun tous les trois, c'est que vous êtes membre de Vérité pour PACO. Soyez donc les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue également à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur Teler TV. Moi, c'est Christian Perrin. Bien avant de commencer notre émission, je vous invite à suivre ce reportage qui porte sur les derniers instants de la vie de Guy Brice Parfait Kolela. Et on reviendra sur ce plateau pour continuer notre émission. Suivez. Au Congo-Brazzaville, l'opposant Guy Brice Parfait Kolelas, principal rival du président Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de dimanche, est mort du Covid-19 lors de son évacuation sanitaire vers la France, quelques heures après la clôture du scrutin. Il est décédé dans l'avion médicalisé qui était venu le chercher à Brazzaville dimanche après-midi, a annoncé son directeur de campagne. À quelques heures du scrutin, il avait publié cette vidéo. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Guy Brice Parfait Kolelas, 60 ans, avait été testé positif au Covid-19 vendredi après-midi et n'avait pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. Cet opposant historique est apparu cette année comme le seul vrai rival du président sortant Sassou Nguesso, 77 ans dont 36 passés au pouvoir. Les résultats provisoires du scrutin présidentiel de dimanche doivent être annoncés dans le courant de cette semaine. D'ici là, les autorités congolaises ont coupé Internet dans tout le pays. Bien voilà, merci. Vous avez suivi avec nous ce reportage, disais-je, qui portait sur les derniers instants de Guy Brice Parfait Kolela. Et dans ce reportage, on peut bien entendre le journaliste dire Guy Brice Parfait Kolela est mort de Covid. Donc, il a été testé positif au Covid et il a été évacué à bord d'un avion médicalisé. Alors, nous allons donc écouter ce que pensent nos invités dans un premier temps. Je vais me tourner vers Mathieu Bakima Baliel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce reportage? Bon, disons que c'est un peu bizarre que la presse ait dit que M. Kolela est mort de Covid sans apporter une preuve. Parce qu'un malade de Covid, normalement, on ne le transporte pas tel que le défunt Kolela a été transporté en France. Ensuite, nous savons que Kolela arrive en France et son corps est vite reporté à l'Institut médico-légal de Paris. Okay? Mais nous savons que les procédures en France montrent qu'on ne manipule pas un corps de Covid. Déjà, pour moi qui ne suis pas médecin, ça m'étonne. Déjà là, il y a un problème. Donc, où est-ce que l'agence France Presse à Brazzaville ou les autres agences ont eu cette information que M. Kolela était mort de Covid? Parce que nous savons, après, les résultats de l'autopsie ont montré clairement que monsieur était mort, selon en tout cas ce que les documents que nous avons eus dans notre groupe Vérité pour PACO, les résultats montrent bien qu'il est mort d'insuffisance cardiaque. Le médecin légiste ne dit pas que Kolela est mort de Covid. Il aurait pu le dire, mais il ne l'a pas du tout dit. Donc, ça montre que monsieur est mort d'autre chose probablement. En tant qu'ancien journaliste à Brazzaville, je sais comment la presse fonctionne et comment surtout les gens qui ont le pouvoir à Brazzaville
il fonctionne avec les agences internationales. Parce qu'en fait, la vraie cible de cette info-là, ce n'était pas le peuple congolais, non. Cette information-là, selon laquelle que M. Parfait Kolela serait mort de Covid, cette information est destinée à l'extérieur, c'est-à-dire à la France et aux autres pays du monde. Mais moi, je suis convaincu que la rue à Brazzaville, c'est de quoi est mort ce frère. Alors, monsieur Mathieu Bakima, je l'ai dit d'entrée de jeu, vous êtes aussi directeur de publication du célèbre journal Madoukou Tielekele, un journaliste chevronné. Lorsqu'on agit ainsi, est-ce qu'on peut parler d'une manipulation de l'information, la contre-information, et pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Bon, monsieur Perrin, je pense que je vais vous faire un peu rire. Pourquoi vous n'exercez plus votre beau métier à Brazzaville? Parce que vous êtes un homme libre, parce que vous ne pouvez pas l'exercer librement. Donc, ceux qui ont commis ce forfait savent pourquoi ils l'ont fait. Mais maintenant, comme nous allons le voir un peu plus loin, notre démarche à nous, en tout cas à Vérité pour Paco, c'est d'arriver un jour à mettre fin à cette culture de la mort de l'adversaire politique. Je me souviens, nous étions à Brazzaville pendant la transition. Monsieur Lepunzu s'est retrouvé en prison, paix à son âme, et monsieur Maurice Nguesso, le frère du président, s'était aussi retrouvé en prison. Et je me souviens, il y a eu des belles images, les militants du Parti congolais du travail qui manifestaient avec des plaques, des pancartes qui marchaient et les policiers étaient là. C'est comme ça que ça devrait se passer. Monsieur André Longo, qui dirigeait la transition, n'avait pas cherché à éliminer monsieur Lepouzou ou bien monsieur Maurice Nguesso. Non. La même chose pendant que le président Lissouba aussi était là. La presse était libre et les gens pouvaient manifester. Donc, il y avait quand même les libertés fondamentales qui étaient respectées. Mais aujourd'hui, au Congo, même une marche simple ne peut pas avoir lieu. Alors, même une marche simple ne peut pas avoir lieu. Tout ça, c'est l'obstruction aux libertés individuelles. Georges Goma, je disais que vous êtes aussi docteur en sociologie, c'est bien cela, et vous avez suivi ce reportage avec nous. Et comme a dit d'ailleurs Mathieu Bakima, c'est sûr et certain qu'on a dû là reporter ce que le gouvernement congolais leur a demandé de reporter. Que pensez-vous de ce reportage fait par un média international, bien entendu? Merci, monsieur Christian Perrin, de nous donner cette tribune et parler évidemment de la mort de monsieur Guy Brice Parfait Kolela, en parlant bien sûr de la presse. Nous sommes sans ignorer que la presse est souvent définie comme le quatrième pouvoir. C'est le quatrième pouvoir. Alors, le reportage que nous venons de suivre, pour moi, c'est de la manipulation pure et simple. Mais c'est de la manipulation qui se situe dans la droite ligne, de toutes les façons, des difficultés que nous vivons au Congo-Brazzaville sur la base de la démocratie, je vais dire. Moi, je suis un observateur attentif de la scène politique au Congo-Brazzaville depuis la démocratisation, depuis le retour à la dictature après le coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso. Nous avons vu comment est-ce que la situation du Congo a été traitée sur la place de Paris, puisque j'étais à Paris. Toutes les agences de presse étaient comme alignées sur une même vue. Et pour tout vous dire, une anecdote que j'ai vécue moi-même, je suis passé sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez, hein, il y avait le drugstore. Je ne sais pas si le drugstore est encore là, à cet endroit. Ça fait longtemps que je suis parti de France. Alors, je rentre dans le drugstore, je vois le livre de M. Denis Sassou Nguesso était aligné, partout aligné. Le manguier, la souris et quelque chose comme ça, là. J'ai comme ça demandé, est-ce que vous avez le livre de M. Lissouba, les fruits de la passion partagée?
M. Lissouba était au pouvoir. Hein. Il y avait la guerre au Congo-Brazzaville, hein, où on s'est vertué de le faire partir. Le livre de M. Denis Sassou Nguesso est bien aligné sur les comptoirs. Il n'y a pas le livre de M. Pascal Lissouba. Donc, c'est vous dire déjà de quelle presse il s'agit. Alors, pour ne pas aller plus loin à ce niveau-là, revenons sur le reportage que nous venons de voir. Mais c'est de la manipulation pure et simple. M. Bakima l'a dit clairement, les raisons pour lesquelles… Comment monsieur Georges Gomagatissa, je disais, et je rappelle d'ailleurs, vous êtes docteur en sociologie, comment peut-on interpréter cela, sociologiquement parlant? Mais écoutez, sociologiquement parlant, c'est, je pense que c'est la perspective du refus de la démocratie au Congo-Brazzaville. Parce que la liberté, M. Christian Perrin, vous avez une histoire, M. Bakima l'a rappelé, vous avez une histoire très difficile avec le Congo-Brazzaville, parce qu'il n'y a pas la liberté de la presse au Congo-Brazzaville. Donc, sur le plan, sur la science politique, on dirait qu'écoutez, c'est le refus de la démocratie au Congo-Brazzaville depuis 1997. Ni plus ni moins. Les gens ne peuvent pas s'exprimer librement sur le plan de la liberté d'expression. Mais quand on en passe au niveau de l'espace politique, l'échiquier politique au sens strict du terme, c'est le déni de cette démocratie, c'est le retour en puissance de la dictature au Congo-Brazzaville, de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso, et qui instrumentalise la démocratie et la presse au Congo-Brazzaville. Nous sommes sans ignorer quand même le directeur, je ne sais pas si c'est le président qu'on l'appelle, le président de l'audiovisuel. Vous pouvez m'aider un peu, M. Bakima? Le Conseil supérieur de l'audiovisuel. De la communication. Mais écoutez, nous avons tous vu, c'est sorti sur les médias sociaux. Comment est-ce qu'il va menacer les organes de presse jusqu'à vouloir fermer des radios? On a vu quand même qu'au moment de la démocratie au Congo-Brazzaville, il y avait beaucoup d'organes de presse. Talassa est passé où? La rumeur est passée où? Il y a beaucoup d'organes de presse qui s'étaient donné une liberté parce que l'espace politique au Congo-Brazzaville leur permettait. M. Bakima a bien parlé de M. Milongo qui voyait manifester les gens du PCT parce qu'on avait arrêté M. Maurice Nguesso et puis M. Lekundu, paix à son âme. Mais pendant la période de M. Pascal Lissouba, les 5 ans qu'ont duré la démocratie au Congo-Brazzaville, qu'on nous sorte les noms des journalistes qui ont été emprisonnés, qui ont été persécutés pendant cette période-là, on n'en trouvera pas. Mais depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, regardez comment est-ce que la presse a évolué au Congo-Brazzaville. Et je vais dire aussi, puisque pour bien comprendre les choses, il y a l'Hexagone qui est impliqué là-dedans. Mais pour bien comprendre les choses, il faut voir les corrélations qu'il y a entre le système de M. Denis Sassou Nguesso et l'establishment en France. Les observateurs attentifs de la scène politique congolaise comprendront que tout le temps, il y a des figures de la vie politique française et qui sont abonnés au Congo-Brazzaville. Tout le temps qu'il s'agit de Brazzaville et d'Oyo, ils le connaissent très bien, de la gauche comme de la droite. Donc, il faut qu'à un certain moment, qu'on apprenne à dire les choses telles qu'elles se présentent, parce que le combat que nous menons ici, c'est un mon combat pour la liberté d'expression, pour la démocratie, qui est une valeur que nous avons héritée quand même de la France de 1789. Voilà, donc c'est important de dire ces choses-là, puisque la France est impliquée. Vous nous posez la question de savoir comment interpréter cela. Comment est-ce que la presse française a traité cette affaire-là? Évidemment, on reviendra sur le traitement qu'a proposé finalement la presse, mais je dirais internationale. Hein. Alors, Maury Louzala, on dit Paco a testé Covid, disons positif au Covid. Il a été ensuite transporté par un avion médicalisé. C'est bien dit dans le reportage. Ici, on parle de la liberté de la presse qui n'est pas respectée au Congo, mais curieusement, là, on voit également que même la presse internationale s'est alignée sur ce qu'on pourrait qualifier d'un petit, je ne sais pas si c'est un égarement, mais cette petite manipulation. Qu'en pensez-vous? Merci, M. Perrin. Alors, le problème, c'est lequel, quand on parle de la liberté de la presse, déjà, je reviens sur le problème de Covid, quand on parle que
Brice Parfait-Kola est mort de Covid. Le problème, c'est qu'ici, dans l'Hexagone, il y a des cas contacts. Est-ce que vous pouvez me citer un qui était aux alentours, qui était avec M. Brice Parfait-Kola, qui a été cas contact? Il n'y a personne. Personne. Donc, ils étaient ensemble et tout. Donc, cet élément-là est complètement écarté puisqu'on le voit tous les jours. Oui, mais est-ce que monsieur Maury Louzala, est-ce que ça ne dépend pas non plus de la résistance, par exemple, de chaque organisme? Parce que tout le monde aussi, vous pouvez fréquenter évidemment quelqu'un qui est atteint de Covid, mais que vous sortez de là indemne. Pas l'absurde. Supposez que ce soit ceci. S'il y a 10 personnes, il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Et puis d'autre part, si on va plus loin, il y a eu autopsie. Donnez-moi un exemple d'un corps qui a été autopsié, qui était mort de Covid. Je crois que là, on peut dire beaucoup de choses. Bon, maintenant, le problème, c'est que moi, j'appelle ça une presse commerciale. C'est une presse commerciale, donc on a l'impression que c'est comme des panneaux publicitaires, on lui donne de l'argent et puis après, on met ce qu'on veut mettre. On veut ce qu'on veut mettre. Franchement, ça s'enlève un peu la valeur même de la presse. Parce qu'une presse est censée être libre. Mais je ne vois pas cette presse qui est libre. Pour moi, ça a même été dit par un avocat qui disait qu'il était mort de Covid alors qu'il avait le dossier. Donc, je vois qu'il y a quand même une complicité beaucoup plus large. Je cite pour mémoire M. Perrin, en France, on ne libère pas quelqu'un un week-end, mais il y a un officier congolais qui était libéré le week-end. Ce qui, et même le Canard enchaîné avait montré la scène qu'on a pris quelqu'un en voiture pour aller voler les dossiers pour faire ce genre de choses. Franchement. Est-ce que vous pouvez être un peu beaucoup plus explicite pour, bien sûr, l'intérêt de nos téléspectateurs? Donc, il y a des gens qui nous suivent qui ne connaissent peut-être pas l'histoire. C'est pas la première fois que des choses comme ça se passent en France. Je parle de général Ndengue qui était arrêté, qui était emprisonné et que certains magistrats sont allés voler le dossier à Meaux pour faire un petit procès et pour le libérer un week-end, alors que les prisons ne s'ouvrent pas le week-end. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Nous, ce que nous cherchons à travers ce genre de choses, c'est qu'il faudrait que la vérité soit dite. Et cette culture de mort, parce que j'ai l'impression que depuis que Denis Sassou Nguesso s'est installé, il a tous ses opposants, il les élimine. Depuis Marien Ngouabi, les Kabda, les Mnibende et tout. Donc, franchement, c'est pas possible. Il faudrait qu'à un moment qu'on arrête. Il faudrait qu'à un moment qu'on arrête, Monsieur Maury Louzala. Je reviens sur Mathieu Bakima. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène où, encore au Congo, ça peut se comprendre. Oui, évidemment, les médias sont bâillonnés, il y a un peu cette obstruction, on ne laisse pas les médias évoluer correctement, on les empêche, de toute façon, même l'accès à l'information est très difficile au Congo-Brazzaville, ça nous le savons, mais parce que le système politique, c'est quand même une dictature, hein, pas les moindres. Mais comment expliquer que même les médias étrangers s'alignent finalement sur cette forme de manipulation? Monsieur Perrin, je pense que déjà, il faut dire, c'est l'une ou deux choses où les médias, notamment les journalistes qui travaillent pour ces médias, sont des paresseux. Parce que un journaliste peut sortir une info, il écrit sur la base de ce qu'il voit ou de ce qu'on lui a dit. Mais s'il se rend compte qu'il s'est trompé, il se rattrape. Or, ici, comme tu l'as dit, ils ont balancé ça et personne n'est revenu. Donc, ce n'est plus, je dirais, une faute ou une petite erreur, c'est plutôt un choix éditorial. Des journaux qui vivent. Déjà ici, je veux dire, la deuxième chose, c'est que les médias en France ne sont pas aussi libres qu'on le croit. Déjà, il y a ce regroupement, par exemple, quand vous prenez maintenant les grandes chaînes de télé et la presse écrite en France, à
appartiennent à 2 ou 3 grands groupes. Donc, vous avez le groupe Bolloré, vous avez le groupe Bouygues et vous avez le groupe Lagardère, je pense, et qui font autre chose. Et quand on voit dans le cas du Congo, Bolloré, c'est lui qui gère le port de Pointe-Noire. Hein, c'est quand même pas rien, le port, avoir la gestion. Et Bolloré a aussi la gestion du chemin de fer Congo-Océan. Ce n'est pas du tout rien non plus. Donc, il faut relativiser. Quand nous étions à l'école de journalisme à Brazzaville, effectivement, on rêvait, on croyait que la presse était vraiment libre en France, mais la vérité est que cette presse, je dirais, est en liberté, je dirais, surveillée par ceux-là même qui la font vivre. Donc, sachant que la position du pouvoir de Brazzaville était de dire que, ah tiens, M. Kodela est mort de Covid, eh bien, France 24, Radio France Internationale et surtout l'agence France Presse, vous l'aviez dit ici, vous le savez, vous êtes un journaliste chez Froné, c'est pas vraiment à moi de vous le dire. Souvent, les médias, pour se protéger, reprennent les brèves ou ce que les agences de presse ont dit. Donc, dès lors, si le pouvoir de Brazzaville réussit à mettre la main sur un journaliste, je dirais, fragile d'une agence et que cette information-là passe, c'est cette information-là que même les grands journaux d'ici aux États-Unis, du Canada et des autres pays vont prendre. Donc, cette information est partie. Mais nous, notre rôle avec M. Luzala, Goma et bien d'autres qui sont avec nous, nous ne sommes pas dans ce combat parce qu'on veut être dans ce combat. Nous sommes dans ce combat parce que nous voulons mettre fin à la culture de l'élimination physique des opposants. Mais je serais vraiment content de participer à ce débat avec toi à Brazzaville, au lieu de venir le faire loin. Ce genre de débat devrait pouvoir se passer à Brazzaville. Mais vous savez qu'il ne se passera jamais. C'est le cas donc, puisque vous l'avez pratiquement introduit, hein, c'est le cas donc de parler de vérité pour Paco, puisque évidemment, je disais d'entrée du jeu que vous êtes tous membres de Vérité pour Paco et que notre tribune porte sur, bien entendu, les enjeux politiques et judiciaires de l'après-inhumation d'Ibris Parfait Kolela. Alors, parlons-en. C'est quoi Vérité pour Paco? Je vais commencer par Georges Goma. Merci encore, monsieur Christian Perrin. Mais avant de passer là-dessus, il y a quand même rapidement, je veux dire rapidement, hein, puisqu'on parlait un peu de cette presse-là, je voudrais quand même souligner pour le cas du Congo-Brazzaville, j'ai dit qu'il y avait des accointances entre le système au Congo-Brazzaville et puis des autorités politiques ici, mais regardez un peu les mercenaires de la plume comme Monsieur François Soudan. Voilà, ça, c'est des grosses pointures de la scène médiatique. Regardez des personnes comme monsieur Jean-Paul Pigasse. C'est Jean-Paul, je pense. Hein? Oui. Voilà les grosses pointures comme ça qui ont une grosse main sur la presse et qui travaillent pour M. Denis Sassou Nguesso, qui sont au centre même de la vie politique au Congo-Brazzaville. Vous pensez qu'avec des personnes comme cela, quelle bonne information peut passer sur les médias français en ce qui concerne, n'est-ce pas, la vie politique au Congo-Brazzaville? Je ne pense pas. Je voulais simplement souligner cela parce que ces deux personnages sont très, très essentiels pour comprendre un peu le fonctionnement de la presse en France. Alors, maintenant, vous me posez la question sur Vérité pour Paco. Mais le but déjà de la mise en place de Vérité pour Paco, c'est comme vient de me dire mon collègue M. Bakima, que le combat que nous menons, c'est un combat pour les
Congolais d'abord, qu'on puisse instaurer un espace politique au Congo-Brazzaville où, évidemment, l'engagement politique ne doit plus être une cause de mort au Congo-Brazzaville. Il y a une culture de la mort qui est au centre du pouvoir au Congo-Brazzaville. On ne va pas faire, n'est-ce pas, l'historique des figures politiques qui sont mortes au Congo-Brazzaville. Les Congolais le savent. Et qui sont mortes, des figures politiques qui sont mortes dans des conditions troubles à chaque fois. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, le but de Vérité pour Paco, c'est de pousser ce travail-là et que les Congolais devaient comprendre que les objectifs que nous nous donnons, c'est pour le bénéfice de tous les Congolais qu'on arrive à instaurer un espace politique qui fasse avancer le pays plutôt que de le faire reculer comme on le voit aujourd'hui. Et aussi comprendre quand même que même ceux qui sont au pouvoir, pourquoi est-ce qu'ils ont peur de partir du pouvoir? C'est parce qu'ils ont un agir politique, ils ont une carrière politique qui est faite de ces assassinats-là. Donc, c'est d'abord la peur qui leur fait rester au pouvoir. Et en restant au pouvoir, au lieu de se raviser, ils continuent dans la même perspective, c'est-à-dire que leur protection n'est faite qu'en continuant à tuer les gens continuellement. Donc, la mort de M. Kolela, que vous avez bien dit une expression, le Kolela Gate, mais c'est l'occasion d'approfondir sur ce nouveau mot-là qui cadre très bien avec la situation du Congo-Brazzaville pour qu'on arrête finalement à massacrer les gens qui s'intéressent à la politique. Et comment pourrait-on définir ce Kolela Gate finalement? Mais c'est tout simplement un scandale politico-électoral meurtrier au Congo-Brazzaville où un acteur majeur de la scène politique, je dirais même de l'échiquier politique, est aussi un acteur majeur, un candidat majeur à l'élection présidentielle, M. Perrin, c'est très important, à l'élection présidentielle de mars 2021. Et qui est mort dans quelles conditions? Dans des conditions troubles au Congo-Brazzaville et dans l'indifférence quasi totale de toute la classe politique. Et après quoi? Après avoir été menacé par M. Firmin Aïssa, qui est au sommet de l'État au Congo-Brazzaville et qui, à l'époque, était le directeur de cabinet de M. Denis Sassou Nguesso et en même temps le gendre de M. Denis Sassou Nguesso. Et tous les Congolais ont vu la sortie de M. Aïssa avec une violence inouïe contre M. Kolela. Les juristes, je ne suis pas juriste, mais les juristes qui nous suivent, ils savent très bien que quand une personne menace de mort une autre personne et que cette personne arrive à mourir, mais cette personne devient le premier, le premier, suspect, oui. C'est le premier suspect. Le premier suspect. Mais est-ce que dans cette affaire au Congo-Brazzaville, est-ce que M. Aïssa, qui a dit les choses que tous les Congolais ont entendues, est-ce que M. Aïssa s'est justifié par rapport à cela? Est-ce que la justice congolaise a demandé à M. Aïssa ce qu'il en était? Je vous ai parlé de l'indifférence totale. Je vais terminer par là. Mais l'indifférence totale, c'est de ressouligner que M. Kolela était un acteur politique. Et cette indifférence par rapport à sa mort est dérangeante. Non seulement dérangeante, et certainement cache des choses derrière. Et donc, Vérité pour Paco suit aussi cet objectif-là. Et que tous les Congolais, sans exception, je dis bien tous les Congolais, sans exception, y compris les personnes qui sont au centre du pouvoir, devaient encourager cette initiative pour qu'enfin on arrive à un moment où les Congolais vont vivre quand même sans avoir peur de quoi que ce soit. Le Congo, c'est un pays de cocagne, c'est un pays d'abondance. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas recentrer un peu la discussion, à l'orienter un peu, malgré ce qu'on a fait par le passé? Comment on ne peut pas faire l'effort de réfléchir différemment
pour essayer de stabiliser la situation. Alors, Monsieur Georges Goma, tout à l'heure, vous parliez des missions que vous vous êtes assignées, d'ailleurs, dans Vérité pour Paco, mais est-ce que vous pouvez nous dire, depuis quand existe finalement cette organisation? Est-ce que c'est juste après l'inhumation de Guy Brice Parfait Kolela? C'est maintenant ou bien vous existez depuis fort longtemps? Monsieur Christian Perrin, merci pour cette question. Nous existons depuis très longtemps. Vous savez, l'affaire Paco a provoqué un grand choc auprès de beaucoup de Congolais. Vérité pour Paco s'est constituée en avril 2021 avec beaucoup de membres. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait des avocats avec nous, il y avait des médecins, il y avait des sociologues, il y avait des anthropologues et d'autres personnes aussi qui travaillent avec nous. Je voulais dire qui nous prêtent main forte, mais qui travaillent avec nous. Et nous avons fait beaucoup de travail en silence parce qu'on n'a pas voulu sortir devant les médias sans que des procédures rigoureuses, scientifiquement marquées, n'aient pu avancer. Alors, donc pour le travail que nous avons eu à faire, nous avons travaillé avec beaucoup d'organismes aussi de défense des droits humains. Je vais, par exemple, citer le NED à Washington, avec qui nous avons eu beaucoup de réunions ensemble. Avec le NED, par exemple, le processus se continue et je vais dire déjà qu'il y a en orbite une grande conférence de presse qu'on va faire avec le NED autour de cette question-là. Et le NED nous a donné l'ouverture à d'autres organismes qui travaillent avec eux dans des situations pareilles. Donc, c'est simplement dire que la procédure continue. Nous nous sommes donné un idéal, c'est évidemment d'atteindre la vérité sur cette énième personne, grande figure de la vie politique au Congo qu'on massacre. Le but étant d'arrêter net cette culture de la mort des grandes figures politiques. Et je vais dire également que dans ce travail qui se fait dans Vérité pour Paco, il y a, après l'inhumation, ça se continue parce que ce que nous ont rapporté nos avocats, du moment où on a un juge d'instruction, c'est quelque chose de très important de nommer un juge d'instruction. Et si, évidemment, les organes qui ont été prélevés sur le corps posent un certain nombre de problèmes, il est possible qu'on aille déterrer le corps pour prendre, n'est-ce pas, les dispositions pour que nous soyons sûrs qu'il s'agit évidemment des organes de Guy Brice Parfait Kolela. L'autre affaire qui est pendante, dans deux procédures judiciaires qui sont pendantes, il y a une au civil, pour connaître, pour bien établir la date de la mort. Scientifiquement, ça peut se justifier. Et il y a aussi une procédure au pénal. Et au pénal, pour bien savoir les causes, n'est-ce pas, de la mort, parce que ça, c'est un gros morceau également. Donc, c'est une façon de dire que, voilà, les Congolais qui peuvent nous rejoindre, appuyer cette démarche, il y a des choses qui se font à ce niveau-là, Monsieur Christian Perrin. Mais est-ce que cela veut dire, avec les pesanteurs politiques qu'on peut soupçonner quelque part, pourrait-il arriver, est-ce que vous envisagez, par exemple, délocaliser le procès, par exemple? Oui, absolument. Nous l'avons dit clairement qu'en suivant cette affaire, nous avons constaté, first hand, comme on le dit, une sorte de nonchalance du système judiciaire en France. Il y a un avocat, peut-être un avocat célèbre qui était au départ avec nous, qui est en cours de chemin, n'est-ce pas, à laisser tomber. Et certains d'autres avocats que nous avons approchés aussi ont préféré ne pas, n'est-ce pas, nous accompagner là-dedans parce qu'on est en France. Certains l'ont dit ouvertement qu'il y a des pressions autour de cette affaire-là. Donc, c'est clair et net que l'affaire est une affaire d'État. Bon, s'il arrive, heureusement, nous nous sommes aliénés aussi quand même des organisations en dehors de l'Hexagone.
Donc, s'il arrive évidemment que en France, ça n'avance pas, ben, nous envisagerons, n'est-ce pas, de mobiliser des gens en dehors de l'Hexagone pour que cette vérité se sache. Une fois de plus, je le redis, pour que cette vérité se sache. Nous sommes plus que jamais décidés à aller de l'avant dans cette affaire-là, pour que plus jamais, mes collègues l'ont dit les uns avec les autres, plus jamais au Congo qu'on arrive à buter des figures politiques parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime en place. Donc, les choses se font. Je l'ai dit aussi, ça prendra le temps que ça prendra. Ça ne dépend pas forcément de nous. Ce que nous avons, c'est tout simplement cette volonté d'aller de l'avant et le temps et l'intelligence et le travail que nous donnons pour cela. Pour le Congo-Brazzaville. Politique. Alors, évidemment, puisque vous avez déjà abordé pratiquement le volet politique, parlons-en. Alors, on va revenir sur les derniers instants, comme je disais, de Guy Brice Parfait Kolela. Vous le savez très bien, comme tous les Congolais d'ailleurs, que finalement, pendant sa campagne électorale, il lui avait été interdit certaines zones. Hein. Il y avait des localités où il ne pouvait pas aller battre campagne, mais aussi il y a eu ce que vous avez déjà relevé, les menaces de mort en public, tout le monde a entendu, et finalement, il va tomber malade au point où il n'a même pas pu tenir son dernier meeting de campagne. Et après, il se retrouve à l'hôpital. Après, on lui dit, bon, il faut une évacuation sanitaire et on apprendra finalement qu'il est décédé. On va revenir donc sur l'enchaînement, j'allais dire, la suite logique de ces faits pour essayer un peu de les analyser et comprendre finalement qu'est-ce qui se serait passé exactement. Est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, comme vous venez d'ailleurs de le dire? En tout cas, la parole à qui voudra la saisir. Moi, je la saisis et je fais une démonstration par l'absurde. Aujourd'hui, donc, j'entends crier que non, qu'il était malade, mort de Covid et tout. Bon, premièrement, on veut évacuer quelqu'un. Généralement, j'ai vu pas mal de gens qu'on a évacués dans les avions médicalisés qui ne s'arrêtent pas, donc ils quittent ici et directement ils viennent en France. Voilà un haut responsable, un responsable de haut niveau, candidat à l'élection présidentielle, présidentiable. Je ne me demande pas si ce n'est pas lui qui était président. Meurt dans des circonstances graves, inexpliquées. Déjà, à l'hôpital où il était hospitalisé, où on avait tous les moyens pour pouvoir l'évacuer, on l'amène au CHU, le CH qui tue. Là-bas, effectivement, on compte beaucoup plus de morts. Et après, on lui met dans un avion qui n'était pas médicalisé. Il faut dire les choses clairement. Il faut dire les choses. L'avion n'était pas médicalisé, mais qui s'arrête tout le temps. Est-ce qu'il y avait une volonté de sauver, si jamais la personne n'était pas morte au Congo, est-ce qu'il y avait une volonté de l'État de sauver l'un des candidats majeurs de l'élection présidentielle? Non, non. Il y avait une volonté manifeste d'éliminer Parfait. D'ailleurs, même des petits bruits qu'on entend, il y avait un médecin en venant, il dit, mais moi je suis venu chercher un malade, mais là j'ai un cadavre. D'une main, vous tenez un cadavre, de l'autre, vous menez la paix. Donc la paix, c'est que Denis Sassou Nguesso soit président. C'est ça la paix. Il faudrait que ça s'arrête là. Il n'a pas le droit de vue de ces sujets. Parce que le problème, c'est lequel? C'est que par rapport à ce qu'on fait, nous, on cherche la vérité. Même dans sa tombe, on a le chercher pour qu'il puisse répondre à ce genre de choses. C'est fini, il faut que ça s'arrête là. C'est bon. Les gens qui l'applaudissent, qui sont à côté de lui, en disant tout ça, il faudrait qu'ils réfléchissent 1000 fois, en se disant que non, personne n'a le droit de vie et de mort sur des gens, sauf Dieu, dont la vie peut reprendre la vie. Personne d'autre ne peut le faire. Il n'est pas immortel. C'est pas possible. Oui. Personnellement, je reviens sur cet aspect-là. Oui. Donc, Brice Parfait Kolela, Parfait, quand j'ai l'habitude de l'appeler, Parfait n'a pas tenu son meeting. Et on a vu tout le long de ces meetings-là où on sentait que la personne était mal, il ne savait pas que. Et puis à la fin, il dit, je suis en train de lutter contre la mort, donc lutter pour la vie.
On a vu qu'un candidat luttait pour ça, pour la vie. Donc, il voulait contre la mort. Il a même demandé à la fin, c'est là où je trouve la bravoure, franchement, en disant, levez-vous, battez-vous pour vos enfants. Et on l'évacue. On a vu des gens, des dignitaires qu'on évacuait, où l'avion qui était planté à Libreville venait à Brazzaville, venait ici. On avait jamais vu quelqu'un qui était pro de Denis Sassou Nguesso qu'on évacuait, où l'avion s'arrêtait, ils avaient fait 3-4 escales, j'ai jamais vu ça. Donc, nous luttons pour que les Congolais, parce que le problème, c'est que les Congolais doivent savoir la vérité. Ça ne serait pas le cas de la conférence nationale où on a lavé les mains sans dire, désigner le coupable, non, c'est toi qui as tué. Et la personne a nargué tout le monde à la conférence nationale. J'assume. Et puisqu'il assumait, il continue à faire cette même chose. Parfait est mort dans des circonstances inexpliquées. Parlons même, on a parlé de la presse. La presse est complice. Et nous, dans cette démarche que nous faisons, nous voulons savoir, nous allons savoir, nous saurons la vérité, pourquoi, de quoi Parfait est mort. C'est notre démarche à nous. Que ce soit dans les autorités françaises, ils y répondront. S'il y a des complicités au Congo, ils répondent. Nous sommes dans un pays de démocratie. Et d'ailleurs, un citoyen français qui a pris l'avion, qui est venu mourir en France et personne n'en parle, on est dans la période de campagne et les gens sont là ce que nous allons en train de faire. Merci Maury Louzala. Alors, Mathieu Bakima, nous avons cité quelques éléments, quelques faits qui sont d'ailleurs factuels. Interdiction de battre campagne dans certaines localités, menace de mort, nous l'avons tous vu à Safalé au cours d'un meeting. Et le tout dernier, il n'a même pas eu la possibilité de tenir son meeting de campagne. Et après, on le retrouve dans un lit d'hôpital, comme l'a rappelé d'ailleurs Georges Gomin, où il est en train de dire qu'il lutte, qu'il se bat contre la mort, avant de demander bien sûr aux Congolais, parce qu'il n'avait jamais dit aux membres de son parti, il a bien dit à tous les Congolais donc de se battre pour l'avenir de leurs enfants, de se battre pour la liberté du Congo. Ces éléments rassemblés, quelle analyse peut-on faire? Christian, déjà il faut dire que nous tous ici et ceux qui ne sont pas là, parce que nous sommes nombreux à être membres de ce groupe, Vérité pour Paco, nous n'étions pas des amis de monsieur Parfait Kolela. Nous n'étions pas ses amis. Et je dirais même que moi, en ce qui me concerne, je ne partageais même pas ses idées politiques. Parce que avant qu'il ne meure, je lui reprochais un peu comme homme politique, ce n'est pas en tant qu'individu. Pour moi, il avait en fait abandonné ses amis de l'opposition avec qui ils avaient battu une bonne campagne en 2015. 15 ou 2016, je ne sais plus. Voilà. Donc, partant de là, lui, il ne m'intéressait pas vraiment. Mais les conditions, comme vient de le dire notre frère Maury Louzala, les conditions de sa mort m'ont sorti de ma réserve. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Mais si quelqu'un ne pense pas comme celui qui a les rênes du pouvoir à Brazzaville, donc cette personne-là est vouée à la mort. J'ai dit non, ça m'a révolté. Et ce qu'il a dit sur son lit de mort m'a fait mal. J'ai dit non. Et quand je regarde, j'ai même discuté avec certains compatriotes au pays ou à Paris ou ici. Oh non, non, monsieur Kolela, il a fait son choix. Il était avec Sassou en m'expliquant. Moi, je dis, mais vous ne comprenez rien. Peut-être que Kolela, lui, dans son truc, il se disait qu'il pouvait peut-être apporter le changement de l'intérieur du système. On ne peut pas l'accuser pour ça. Mais qu'il en sort mort et qu'on ne sache pas réellement pourquoi il est mort et comment il est mort, ça m'a fait vraiment du mal. Et je ne me vois plus, moi, vivre à Brazzaville. Ça, je peux vous le dire. Parce que si je suis à Brazzaville, 4 jours après, peut-être que je ne serai plus en vie. Le gars qui dirige le pays, il faut le dire, c'est un incompétent.
Il a eu l'argent, il n'a pu rien faire. Même quand il fait des choses, ça ne marche pas. Pour ne pas aller loin dans ce truc-là, revenons seulement ici. L'article de sa propre constitution, si un candidat majeur à une élection ne peut pas... l'élection sera reportée, c'est l'article 70. L'article 70 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 stipule bien entendu que lorsque un candidat à l'élection présidentielle se trouve dans les circonstances, dans la situation d'empêchement définitif, eh bien, l'élection doit être reportée. Et donc, la Cour constitutionnelle doit reporter l'élection. Et là, on ne dit même pas qu'il faut saisir la Cour. Donc, ça doit être automatique. La Cour doit se saisir pour reporter l'élection. Vous voyez, même là, mon cher confrère, j'ai mal. J'ai mal à mon pays. Même là, ce n'est même pas au président Sassou de décider. Le procureur était là. Les gens ont vu que M. Kolela ne pouvait plus finir son meeting. Non, ils n'ont rien dit. Donc, pour moi, et M. Sassou et le pouvoir qui le représente, pour moi, sont des fraudeurs. Sincèrement. Donc, tout ce qu'ils disent ou font, pour moi, ça relève de la fraude. Parce que s'il y avait un peu d'humanité en eux, ils ont dit non, tiens, ce monsieur, il est mal en point, il n'a pas pu battre campagne le dernier jour, on repousse. Ils l'ont pas fait, ils ont précipité pour se débarrasser de ce monsieur. Et comme vient de le dire notre frère Louzala, eh bien voilà, il fallait qu'à tout plus qu'un médecin l'accompagne Kolela, et puis bon, il est mort. Et nous savons maintenant, sur la base de l'autopsie faite à Paris, qu'il n'est pas mort en France. Donc, cette élection-là devrait normalement ne pas avoir eu lieu. Si c'est comme ça qu'on parle, je ne sais pas. Évidemment, Mathieu Bakima, cette élection ne devrait plus avoir lieu ou ne devrait pas avoir lieu. Là encore, vous êtes dans le conditionnel. Georges Goma, vous avez entendu Mathieu Bakima, lui encore, il parle au conditionnel, l'élection ne devrait plus avoir lieu. Est-ce que c'est pour autant dire que c'est consommé, c'est fait, et puis bon, on laisse faire, ou bien, dans le combat que mène, bien entendu, Vérité pour Paco, c'est aussi arriver malgré tout à faire annuler cette élection. Bon, merci, M. Christian Perrin. En vue de l'article 70, bien entendu. Non, mais écoutez, le but, ce n'est même pas de faire annuler cette élection, parce que depuis que M. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, on voit très bien que c'est toujours on part de mascarade en mascarade électorale. M. Denis Sassou Nguesso, tout le monde le sait très bien, qu'il n'a jamais pu gagner une élection. Jamais, ils le savent eux-mêmes à l'intérieur. Oui, mais est-ce que c'est pour autant dire que Vérité pour Paco aussi capitule, c'est cela? Non, on ne capitule pas. On ne capitule pas. Je veux simplement faire comprendre que la façon dont M. Denis Sassou Nguesso est enraciné au Congo-Brazzaville, après avoir amassé tous les outils qui lui permettent, n'est-ce pas, de rester au pouvoir, quel que soit ce que nous disons, quel que soit. Déjà, les Congolais ne disent plus rien parce que les Congolais ont été conditionnés. Hein? On voit très bien comment est-ce qu'on les a intimidés. Aujourd'hui, vous appelez quelqu'un au Congo-Brazzaville, il ne veut pas parler de politique, mais M. Denis Sassou Nguesso, en faisant ce qu'il fait, il savait qu'il devait arriver à un état où l'état de conscience des Congolais est frigorifié, est complètement frigorifié. Et c'est ça que l'on voit. Donc, ce que nous faisons à Vérité pour Paco, comme mes collègues l'ont dit, c'est d'abord arriver à la vérité. Mais cette vérité-là, M. Kolela a été enterré. À la sauvette, on a tous vu, alors qu'il y a des procédures judiciaires qui étaient en cours, on a vu le fils de M. Yombi courir partout. Allons-y, comme pour fuir. C'est quand même des faits qu'on a vus. On n'interprète pas des choses, c'est des faits. Donc, c'est vous dire simplement que non, mais cette vérité-là, mais la vérité que nous recherchons, ce n'est pas quand l'est demain ou après-demain. C'est là aussi que nous nous situons, que les Congolais doivent comprendre que le travail que nous sommes en train de faire, pour des gens qui ont encore une petite conscience là,
Le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas la volonté d'arriver au pouvoir et de jouir des attributs du pouvoir, mais c'est la conscience que nous avons du pays, de son avenir, des générations futures. Et que pour ces générations futures-là, il faut bien que les règles du jeu puissent bien changer. Donc, la vérité, de toutes les façons, M. Perrin, qu'on l'obtienne demain, après-demain, dans 10 ans, 20 ans, dans 50 ans, nous restons résolument dans cette perspective-là. Parce qu'il a été enterré, mais il y a des procédures judiciaires. Nous avons travaillé quand même avec des spécialistes, chacun dans son domaine. Dans l'équipe, il y a des médecins qui sont là, non? Dans l'équipe, il y a des juristes qui sont là, non? Il y a des sociologues qui sont là, il y a des anthropologues qui sont là, il y a des journalistes qui sont dans cette équipe qui a travaillé en silence. On ne nous a pas vus à l'extérieur. Nous avons eu des contacts aussi avec des organisations aux États-Unis où nous avons fait des réunions par rapport à ça. Ça n'a pas été dit, mais je le dis maintenant, puisque nous sommes engagés là-dedans. Donc, c'est vous dire que la vérité vient dans 50 ans, nous aurons gagné après notre mort. C'est ça qui est important pour les gens qui ont la conscience de la nation. Parce que la nation congolaise, elle existe bel et bien. Elle a simplement été effilochée, détruite par M. Denis Sassou Nguesso et son équipe, et ils le font tous les jours devant nous. Et je vais terminer par cette anecdote, M. Christian Perrin, si vous me le permettez. On a rigolé sur notre tranche en nous disant « Eh oui, mais vous êtes en train de faire, quand M. Kolela était vivant, vous l'avez critiqué, vous n'étiez pas avec lui, maintenant vous vous accaparez. » Attendez, une personne qui amène une réflexion comme ça, c'est une personne qui est complètement insensée. Pourquoi? Ben, nous, quand on dit qu'on n'était pas avec M. Kolela, qu'on l'a critiqué, et qu'après sa mort, on puisse le soutenir, mais ce monsieur devait comprendre que nous n'avons pas un tribut à tirer là-dedans. Puisque ceux qui étaient avec lui de son vivant, c'est ceux qui pensaient que M. Kolela va être président, et donc ils vont pouvoir, n'est-ce pas, avoir des postes autour de M. Kolela. Et que maintenant qu'il est mort, on les voit maintenant courir de l'autre côté là-bas. Qu'est devenu le parti de M. Kolela? De quelle manière on est en train de le traiter en ce moment? Est-ce qu'ils ont mis de côté? Vous avez évoqué son discours sur son lit de mort pratiquement. Mais qui, au sein du parti de monsieur? Oh ben certainement, qu'il m'en excuse. Il y a certainement des gens qui sont censés dans ce parti-là et qui prennent ce discours-là comme un héritage, comme un instrument de travail. Et qui ne vont pas courir, comme on le voit maintenant, aller vers les législatives parce qu'on leur a dit, mais voilà, on va vous placer par-ci. Donc la démarche devient nombrilique à ce moment-là et on met de côté la profondeur même des idéaux pour lesquels ils ont lutté avec leur leader qui n'est plus là, qui leur a laissé, n'est-ce pas, ce testament qui est en train d'être jeté au chien, foulé aux pieds. C'est ça qui est important. Donc, les gens comprendront que, écoutez, nous qui l'avons critiqué parce qu'il est allé avec M. Denis Sassou Nguesso, et donc nous disons qu'il va simplement légitimer les turpitudes de M. Denis Sassou Nguesso, et qui le soutenait après sa mort tout en sachant qu'il ne sera plus là pour que nous puissions bénéficier de quelque chose. Donc, à un certain moment, les gens doivent avoir un peu plus d'intelligence pour comprendre qu'il y a des gens qui évidemment, merci beaucoup. Alors, Mori Louzala, nous savons que le cas, par exemple, je vais rappeler, de Yasser Arafat, qui est mort en 2004, il avait été exhumé en 2012, à la demande, bien entendu, puisque certains éléments de preuve venaient d'être mis sur la table, et puis il était question qu'on exhume pour continuer à faire des examens, des recherches, etc. Est-ce que l'inhumation de Guy Brice Parfait Kolela pourrait un jour ressembler à ce qui s'est passé avec Yasser Arafat, c'est-à-dire qu'on pourrait exhumer un jour pour les raisons d'enquête? Oui, Christian, je dirais que c'est une course de fond. Je dis course de fond, les gens qui ont cru en enterrant, c'est fini, non? On continue la bataille. Eh bien, je vais relever un élément que mon frère a dit tout à l'heure sur l'application de l'article 70. Vous voyez, je prends un exemple en France. Il y avait Robespierre qui, pendant la Révolution française, a dit qu'on ne guillotinait plus, il a continué à guillotiner. C'est contre la guillotine Robespierre, il s'est fait la guillotine. Quelqu'un se sent, il est tellement poussé les ailes, qu'il se dit, je dois devenir des uns de vous. Non. Je dis ceci, moi je ne veux pas 30 ans, je ne veux pas 40 ans. Je dis ceci, il faudrait qu'il se rende compte de là où il est, qu'il ne pourra pas se permettre, d'éliminer des Congolais. Il a éliminé des Congolais au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et que chacun qui est à côté se rende compte que non, à qui le tour?
Moi, je favorise, si on accepte qu'on élimine Parfait, eh bien, il se rendra compte qu'on va éliminer lui, les autres vont l'accepter aussi. Il faudrait qu'à un moment donné, ils se rendent compte pour dire que non, il faut que ça s'arrête. Le simple fait, lui-même, il le dit, pendant qu'il était en alliance, il le dit, quand la Constitution est violée, les démocrates doivent se lever. Quand la Constitution est violée, les démocrates... Vous savez, il y a un truc, je fais la psychologie, mais la personne vous montre la marche à suivre. Il vous dit, il faut être comme ça, il faut aller comme ça. N'allez pas d'autre chemin, suivez ce chemin-là. Moi, je l'ai violé, vous devez vous lever pour me chasser. Mais si on ne le fait pas, il continue à tuer, il continue à faire ce qu'il veut. Il faut qu'il se rende compte qu'il y a une prise de conscience. Il a même dit encore, quand les gens vont se rendre compte qu'on les a trompés, ils vont nous chasser. Il faudrait que l'article 70 s'applique. Pour moi, Sassou Nguesso n'est pas président. Les élections qu'il fait, et croyez-moi, dans les officines, ici en France, ils sont commencés à entendre ses voix. Ceux qui se mettent avec lui, parce qu'ils se disent qu'ils vont donner l'argent à la campagne pour faire un truc, qui se rendent compte que ils ont vu M. Sarkozy. Ils voient les débellés qui après la justice. Donc les gens subiront les mêmes choses. On est ici, on est dans un état de droit. Quand tu connais le droit et tu l'appliques, ça va aller. Nous allons continuer cette démarche-là. Il ne faudrait pas qu'aucun Congolais, fût-il mon ennemi le plus juré, ne doit pas être tué parce que pour ses idées. Personne ne doit être tué pour ses idées. Et nous faisons ça parce que pour que le Congolais se rende compte qu'il a entre ses mains des armes. Ce n'est pas fini. Il y a un juge d'instruction qui a été nommé. Maintenant, il commence à faire son travail. C'est vrai que nous allons chercher si les organes prélevés correspondent bien, sont les organes de Parfait, les ADN, on peut regarder ce genre de choses. Nous allons pousser loin ce genre de choses. Ceux du parti qu'il a laissé, qui se précipitent pour être des députés pour faire des choses, franchement, ils vont se rendre compte dans chaque verre qu'ils vont boire que c'est le sang de Parfait qui va venir. Non, nous disons que l'article 70 doit, pas 30 ans, l'article 70 doit s'appliquer. Il faut que chaque Congolais là où il est, qui démontre que ce monsieur-là, je ne parle même pas de lui tout seul parce qu'il y a d'autres, c'est le système doit finir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas l'accepter. Il faudrait qu'on respecte la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Je prends un exemple. Si c'est lui, parce que quand les autres sont au pouvoir, ils profitent. Moi, je voyais... il profite du fait d'utiliser la démocratie pour contester, pour dire tout ça et qu'on ne peut pas toucher. Parce qu'il se dit que non, moi, je dois profiter de la démocratie. Pourquoi les autres ne profitent pas de la démocratie? Pourquoi? Il faudrait que dans ce combat que nous menons, l'article 70 doit s'appliquer. Donc, pour moi, l'élection législative, tout ce que les gens se battent pour ça, c'est nul et nul est fait parce qu'il n'est pas président. Parce que dans ces textes, il a violé tout autre. Dans ces textes, on dit, si un candidat, même pas mort, il l'a empêché d'exercer son droit civique. Empêché seulement. Empêché définitivement. Empêché seulement. On doit annuler les élections. Et là, on n'annule pas les élections. Là, évidemment, Guy-Brice Parfait-Kolela était déjà empêché définitivement depuis le 20 mars 2021. Évidemment, on a retenu quelque chose que vous avez dit, M. Maury Louzala, la vie humaine est sacrée. Oui, la vie humaine est sacrée. Mathieu Bakima, on l'a dit et j'insiste là-dessus, la vie humaine est sacrée. Qu'est-ce qui peut donc justifier que même dans un pays comme la France, réputée le droit de l'homme, puisse se taire, mais vraiment d'un silence absurdissant sur cette affaire, sur la mort d'un opposant, pas les moindres? Bon, déjà, en fait, il faut savoir que le Congo, tout comme le Gabon et d'autres pays africains, représente beaucoup pour la France en termes des intérêts économiques. Voilà, en termes économiques et je dirais même de géostratégie parce qu'il y a les minerais
et notamment le plus important d'entre eux maintenant, le pétrole, que ces sociétés françaises pompent au large de nos côtes, font que quelquefois, les élites françaises arrivent à fermer à mine, ferment facilement leurs yeux. Parce que vous parlez, qu'est-ce qui peut amener un pays comme la France, patrie de la Déclaration des droits de l'homme, à accepter d'être traîné dans une affaire sordide comme celle-là? Il n'y a que le portefeuille qui peut, à mon sens, justifier cela. Parce que, en réalité, quand vous regardez même, la France devait même se dire, à la limite, oh, c'est une affaire entre noirs, les nègres, hein, on peut dire comme ça. Mais là, non, la France n'a même pas pensé que Kolela était aussi un citoyen français. Donc, c'est son citoyen quand même. Moi, je ne pense pas que la France n'était pas au courant. En tout cas, peut-être que ça sera difficile à prouver, mais des exemples montrent qu'à un certain moment de la vie politique en France, et notamment des relations franco-africaines, il est arrivé que des sujets français meurent, même des Français d'origine, hein, de souche, meurent. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 90, il y a un ambassadeur de France qui est mort à Kinshasa. J'ai oublié le nom. À l'époque, j'écrivais un peu pour un journal en France. Et pendant que vous vous rappelez cela, il y a 2 journalistes qui sont aussi morts, hein, à Kidal, voilà, mais qu'on a passé comme ça, voilà, comme si rien n'était, pour des intérêts toujours économiques, oui, parce que des intérêts de la France. Voilà, parce qu'ils savent que s'ils creusent trop, ça va sortir d'autres problèmes, donc ils laissent. Mais nous, le combat qui est le nôtre n'est pas parce que nous voulons humilier qui que ce soit. Non, nous, le combat qui est le nôtre en ce moment, c'est comme l'a dit notre frère Lousala, et Georges aussi l'avait dit avant, c'est-à-dire que c'est mettre fin à cette culture de la mort. Mais, Monsieur Perrin, mais on oublie que le Bénin et nous avions eu presque le même modèle, parce que le Bénin, à un moment aussi, était devenu la République populaire du Bénin. Ils avaient pris le marxisme comme idéologie. Le Bénin a aussi connu la conférence nationale souveraine et le Bénin avait choisi un prêtre, Monseigneur ou le cardinal de Souza, je pense. Et puis voilà. Et le Bénin a aussi choisi un premier ministre de la transition qui fut directeur adjoint à la Banque mondiale. Le Congo a fait la même chose. Nous avions tenu notre conférence nationale. C'était un évêque qui avait dirigé cette conférence, Monseigneur Kombo, paix à son âme. Et le Congo avait aussi élu, je dirais, à la conférence nationale, un premier ministre autre que le remplaçant du Béninois Soglo à la Banque mondiale. Mais comment, et c'est là où je dis, Monsieur Perrin, comment expliquer que depuis lors, les Béninois sont à leur 6e élection sans qu'on ne tue? Et nous, on a tout remis. Non, il faut reconnaître une chose. Il y a un mal profond au Congo. Et ce mal est incarné par un parti politique, le PCT, et avec son chef. Mais regardez même, des fois, on n'a même pas envie, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, on a quelquefois des difficultés à être fiers d'être Congolais, sincèrement. Ici où nous sommes à l'étranger, quand on te dit, bah, tu es Congolais, des fois tu dis oui, bon, on te dit que qu'on te fasse passer pour la RDC ou quoi, tu te dis, bon, je n'ai pas envie d'expliquer, mais on est un petit pays riche, à peine 5 millions. On ne peut pas s'entendre.
on ne peut même pas vouloir que mon frère Georges passe tranquillement. Mais qu'on me critique ou qu'on critique, mais Milongo a montré. Probablement, monsieur Bakima, probablement que c'est un système qui profite à un petit groupuscule d'hommes, bien entendu. Et avant que je ne passe chez Georges Goma, la question était de savoir, puisque tout à l'heure vous parliez de la France, les intérêts de la France, et ma question était de savoir pourquoi est-ce que ces intérêts, soient-ils, je ne sais de quelle envergure, sont-ils incompatibles au respect des droits de l'homme? Pourquoi est-ce que ces intérêts-là doivent toujours violer les droits de l'homme? Il faut tuer, il faut, qu'est-ce que j'allais dire, mais confisquer toutes les libertés pour défendre les intérêts de la France? Ces intérêts, de façon générale, on peut dire, ne sont pas en contradiction avec ceux du peuple congolais, puisque le Congo fut une colonie française et on peut aussi dire que déjà quand on voit seulement l'armature juridique et administrative du pays, on s'est inspiré longuement de la République française. Okay? Donc, on s'inspire. Donc, la France est quand même un modèle pour le Congo, on peut dire. Maintenant, pourquoi le respect ou des intérêts français chez nous se font contre les intérêts immédiats du peuple congolais? Mais c'est tout simplement parce que à la tête de notre pays, il y a des inconscients, des gens qui n'ont pas encore ou qui n'ont pas la notion de patriote. On n'a pas de patriotes à la tête du pays. Perrin, la raison principale est là. Les gens n'aiment pas assez leur pays jusqu'en... Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui a aimé son pays et qui l'a dit, qui l'a montré. On peut lui reprocher beaucoup d'autres choses qu'il a faites ici et là. Mais on ne dira jamais que Marien Ngouabi n'aimait pas le pays. Parce que Ngouabi, comprenant que la France l'embêtait, avait suspendu que elle, c'est connu. J'ai toute une bibliothèque ici. Ça dit qu'il faut sortir du Congo pour se rendre, tomber sur des livres qui montrent que, parce que Ngouabi avait compris le jeu que la France jouait, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait du pétrole au Gabon, hein, sur l'Atlantique, et qu'il y ait du bon pétrole au Cabinda, toujours sur l'Atlantique, donc en Angola, et nous qui sommes au milieu, Elf disait que nos huiles étaient lourdes, nos huiles, donc le pétrole n'était pas de bonne qualité. Donc, il a fallu que Marien meure pour que brusquement qu'on parle enchantement, qui est un boom pétrolier. Ce n'était pas un truc brusque. On savait et on ne voulait pas qu'un patriote gère cette manne-là. Le patriote, c'est Ngouabi. J'ai dit, hein, j'étais jeune, bon, vous êtes plus jeune que moi, mais Ngouabi, on peut lui reprocher que c'est lui qui a amené tous ces gens-là, mais le gars était foncièrement patriote. Ça, il faut le lui reconnaître. Évidemment, on peut le lui reconnaître parce qu'il y a une petite histoire qu'on nous raconte que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus, sinon qu'il n'était pas vraiment formé pour gérer une nation, il a même voulu tendre la main, il a tendu la main à son frère aîné, Massamba Deba, qu'il estimait être des choses réelles. Avant, c'était des supputations, mais maintenant, c'est relevé. Il y a des archives de CIA ici. Moi, je suis en fait abonné à la bibliothèque du Congrès. Ici, je vais. C'est des choses qui sont établies. Et notre rôle demain sera que ces choses-là s'enseignent au Congo même. En tout cas, merci. Voilà. Merci pour cette confirmation, Monsieur Mathieu Bakima. Alors, Georges Goma, nous allons déjà vers la fin de notre émission, mais j'ai une question qui me semble un peu capitale également. Vous avez suivi le discours de Denis Sassou Nguesso sur l'état de la nation.
chose curieuse, c'est qu'il n'a même pas prononcé le nom de Guy Brice Parfait Kolela. Il n'a même pas fait état du décès de Guy Brice Parfait Kolela. Cet opposant que tout le monde a estimé présidentiable, qu'est-ce qui peut justifier cela? Bon. Alors qu'évidemment, il est mort en 2021 et le discours du 31, disons, de décembre 2021, évidemment, portait sur, comme qui dirait, l'état de la nation. On devrait normalement rappeler quand même ce décès. Mais là, on n'a rien entendu. Merci, monsieur Christian Perrin. Je l'ai dit d'entrée, hein, c'est le mépris. J'avais commencé mon propos par dire le mépris qu'on accordait, n'est-ce pas, à un acteur majeur de la vie politique au Congo-Brazzaville, candidat à l'élection présidentielle et pas des moindres, et qui est décédé et en 10 mots. J'ai dit aussi en tout temps que pour M. Denis Sassou Nguesso, le Congo l'appartient, que c'est le seul coq qui doit chanter et que tout autour, personne, absolument, mais de toute façon, il le dit lui-même souvent, hein, en aparté, les gens qu'il connaissent le disent très bien, que même si M. Denis Sassou Nguesso parle de démocratie, le discours, c'est à l'étranger, à l'extérieur, parce que pour les Congolais, il a un tel mépris pour les Congolais qui sont fous que les Congolais le disent parce que les Congolais savent très bien ce qu'il a fait. Et ils se disent directement, même j'ai entendu dire, même avec les évêques, ils se disent des vérités là-dessus. Et que l'étranger, il voulait dompter l'étranger, mais comme il a chassé aussi des gens, des Congolais, hein, jamais dans l'histoire du Congo on a eu autant d'exilés politiques, il faut le savoir. Hein, c'est avec M. Denis Sassou Nguesso que s'est constituée une diaspora pleine de personnes en exil qui ont été chassées de chez eux. Donc, dans son discours à la nation, donc, il n'y a pas de raison, évidemment, qu'il parle de la personne qu'il méprise, de toutes les façons, qu'il empêche, n'est-ce pas, de jouir de son pouvoir jusqu'à la mort. Et maintenant, il est en train de penser transmettre son pouvoir à son fils. Et là aussi, on ne sait pas si c'est vrai, mais le faisceau d'indices qui nous parviennent, c'est tout comme. Il va laisser son fils à sa place. C'est-à-dire que toute la socialisation qu'il fait passer à son fils, c'est de lui dire, mon fils, quand je vais te laisser à cet endroit-là, mais tu fais comme moi. Tu fais comme moi, quelqu'un devant toi, tu le massacres tout de suite sans autre forme de procès. Sinon, tu ne pourras pas rester 2 heures là-dessus. Voilà tout le dit. Il ne peut pas dire à son fils autre chose qu'une telle culture de la politique et du pouvoir. Et si ce jeune garçon, comme je le dis très souvent, accepte d'écouter son père avec ce genre de perspective-là, c'est qu'il est davantage inconséquent que je l'aurais pensé avant. Parce que dans cette affaire-là, les Congolais, autour des gens qui sont avec M. Denis Sassou Nguesso, puisque M. Denis Sassou Nguesso, pour son pouvoir, il a bien manipulé la dimension ethnique, les Congolais ne sont pas ethnicistes à l'origine. M. Sassou a grossi, n'est-ce pas, cet aplomb ethniciste parce que toutes ces batailles, il le mène derrière. C'est lui qui a dit qu'écoutez, si je meurs à 11h, à 13h, tous les villages, n'est-ce pas, du Nord seront brûlés. Comment un responsable politique digne de ce nom peut dire des choses comme ça alors qu'il sait que ce n'est pas vrai? Beaucoup de Congolais n'ont pas, n'est-ce pas, la conscience qu'il a du pouvoir. Donc, pour revenir avec ça, c'est important de le savoir quand même, hein, parce que les Congolais ont tendance à ne pas prendre ça en ligne de compte pour connaître la personne qui est là, qui est prête à buter tout le monde pour rester au pouvoir. Bon, maintenant, bien sûr, ne pas évoquer M. Kolela, il n'y a pas de raison qu'il évoque M. Kolela, mais on a aussi su que quelques jours avant l'élection, M. Guy Brice Parfait Kolela a été convoqué, non? Autour de M. Denis Sassou Nguesso, avec toute son équipe, on nous dit que, et son épouse, et tous ses lieutenants étaient là, où on lui a demandé, n'est-ce pas, de repartir, de renoncer. Et on nous a dit aussi que les militaires qui ont voté avant, les résultats sont là aussi, les militaires qui sont censés le protéger parce que finalement, et l'armée et la police au Congo-Brazzaville et les autres corps constitués autour de ça ne sont là que pour protéger une seule personne et son équipe, hein, puisque les policiers ne sont pas là pour protéger les Congolais. Ils les butent, les Congolais, on a vu la dernière fois sous le viaduc comment est-ce que les policiers ont massacré des gens, en prenant des gros marteaux, en cassant la moelle épinière, les pieds des jeunes gens, on a tous vu. Voilà ce à quoi la police et l'armée est fait. Et donc, c'est cela le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso.
Bon, maintenant, pour revenir encore à votre question, comment tout un discours, il ne fait pas allusion à ça. Et mais il faut s'interroger aussi sur le discours. Qu'est-ce que M. Denis Sassou a dit? Et je me demande même, est-ce qu'il n'a pas la fatigue de dire tout le temps les mêmes choses, parce que il nous avait dit en 2009 quand même qu'il allait industrialiser le Congo-Brazzaville. Mais ça, c'est une belle perception. Je me suis dit, le monsieur, bon, il peut le faire. Et en regardant ce que M. Bakima ou M. Louzala a dit, mais le Congo, c'est 5 millions d'habitants seulement. C'est le 3e producteur de pétrole en Afrique noire. C'est le 6e en Afrique en tant que tel. Mais c'est le membre de l'OPEP. C'est beaucoup aussi du diamant qu'on produit. C'est beaucoup du gaz naturel qu'on produit. C'est du bois les bonnes essences qu'on produit. Donc, le Congo-Brazzaville est un pays avec une petite population qui peut être autosuffisant et qui peut produire du bien-être à tous les Congolais sans exception, comme la Libye était. La Libye n'avait pas la population que nous avons. Donc, le Congo pouvait le faire. Et quand j'ai entendu M. Denis Sassou Nguesso en 2010, il va industrialiser, j'ai applaudi, même si je ne l'apprécie pas, je le dis, dès 1997, je crois qu'ils ont des archives aussi. Hein. Nous sommes sur le terrain depuis 1997. Certains le savent très bien. Donc, ils le savent que nous sommes là. Et nous ne nous cachons pas, comme les autres qui se cachent. Nous disons des choses clairement, d'une autre perspective, tout en sachant qu'il y a des risques autour de cela. Donc, pour revenir un peu sur l'aspect de 2009, on va industrialiser le Congo. On a applaudi que, enfin, les jeunes gens vont pouvoir trouver du travail. Les jeunes gens ne vont plus atteindre 40 ans, 45 ans, 55 ans sans avoir touché un bulletin de salaire et parfois mourir chez les parents. Voilà. Mais où est-ce que nous sommes là? 2009 et 2022 aujourd'hui, il y a une bagatelle quand même de 23 ans qui sont passés. Où sont les entreprises de M. Denis Sassou Nguesso? Et de l'autre côté, on voit très bien qu'il s'est évertué à démanteler le travail des autres, c'est-à-dire le tissu économique mis en place par Alphonse Massamba Débat. Tous les Congolais, c'est de notoriété publique. Évidemment, M. Georges Goma, on y reviendra probablement pour parler de l'économie du Congo. Alors, nous allons là donc terminer. C'est la question sur laquelle chacun va s'exprimer et ça sera, je crois, ça comptera aussi pour le mot de la fin. Je vais vous poser une question. Vous répondrez à la question et vous chuterez donc pour qu'on mette terme à notre émission. Oui, Mathieu Bakiba. Avant le mot de la fin, en fait, c'est sur le discours du président du Congo. Oui, sur l'état de la nation. Oui. Voilà, le discours sur l'état de la nation. Bon, non seulement il y a la surprise que le nom de... Puisqu'il a quand même pris soin de citer des anciens responsables du pays qui sont morts pendant l'année 2021. 21, oui. Mais bizarrement, il n'a même pas parlé de Guy Brice Parfait Kolela. De Guy Brice Parfait Kolela. Pour moi, c'est vraiment une preuve que sa conscience n'est pas vraiment tranquille. Parce que ce monsieur a été... Est-ce que Mathieu, est-ce qu'on peut parler d'un aveu à ce moment-là, M. Crime? Bon, moi, je ne suis pas un psychologue, donc ça, c'est mon ami qui est là. Lui, il est plutôt sociologue. Oui. Je ne sais pas s'il peut, mais moi, ce que je sais, pour un monsieur qui a été candidat majeur à une élection présidentielle, un monsieur qui a été plus de 10 ans, ton ministre à toi, quand même, dit aussi, on appelle, même si c'est lui qui a décidé, qui a donné des orientations pour qu'on s'occupe de Kolela, fait semblant quand même, c'est un discours à la nation. Or, il oublie. Est-ce que réellement ça a été un oubli? Non, en fait, c'est, je dirais oui, un oubli sciemment. Il dit, j'ai pas envie de parler de ça. Il vient, il parle. Donc, pour moi, qu'un monsieur comme ça représente un pays, c'est grave. Et en plus, là, je ne vais pas aller loin. Il y en a qui disent que il est très avancé dans d'autres choses qui parlent de l'amour. Apparemment, c'est un grand maître
dans une loge, la loge franc-maçonnique du Congo. Mais c'est à ces occasions-là qu'il devait montrer qu'il est plein de lumière. Le gars est mort, il est mort, cite-le, puisque c'est quand même une figure importante, non? Est-ce que je me trompe ou je dis des choses que je ne maîtrise pas? Moi, en tout cas, qu'un président fasse ça, ça me dépasse. Il a cité Mwamba, qui est mort, il a cité bien l'ancien Joachim Yombio Pango, le président de l'Assemblée Kumba et autres. Tout ça, c'était bien, mais quand même, Kolela était le dernier à mourir. Pourquoi il n'a pas cité? Alors, Maury Louzala, est-ce qu'on peut penser que c'est vraiment là un mépris qu'il avait contre Guy Brice Parfait Kolela? Comment expliquer qu'au cours d'un discours sur l'état de la nation, je répète bien l'état de la nation, c'est-à-dire où on fait en fait, c'est un bilan qu'on fait de l'année et on oublie un tel événement aussi marquant, on oublie de citer le nom de Guy Brice Parfait Kolela ou de s'incliner devant cette mémoire. Tout à l'heure, on parlait du comportement de l'homme. Moi, je pense que brusquement, en citant les noms, sa conscience a pris le dessus. Il est atteint. Il est atteint. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que le simple fait d'évoquer le nom de Brice Parfait Kolela, il voit qu'il a des mains pleines de sang. Et je pèse mes mots, ce que je suis en train de dire. En faisant ce geste, je citais Robespierre, il a creusé la tombe. Mais je reviendrai sur autre chose. J'appelle tous les Congolais, tous les frères congolais, de se dire que non, il faudrait qu'on arrive. Les Congolais sont moins nombreux. On est moins nombreux. Si on veut développer notre pays, il faudrait qu'on a le pouvoir se trouve entre les mains de la population. C'est eux qui décident. C'est le souverain, c'est le peuple. Il faudrait que les peuples prennent conscience en disant, lui, tout seul, il ne peut pas tout nous manipuler. Ce n'est pas son argent, c'est de l'argent du peuple congolais. Il n'est pas né avec cet argent-là, c'est de l'argent du peuple congolais. Qui vous distribue, donne 1 euro, dit, toi je donne, non, tu ne vas pas donner, je te tue. Non, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Si en France, les gens ne sont pas levés pour aller chasser celui qui était à Versailles, on n'aurait pas cette liberté que nous avons ici. Dans des cafés, prendre un petit café, dire aux policiers, non, monsieur, j'ai mes droits, je ne peux pas. Aujourd'hui, nous avons un pays riche. Nous avons un beau pays qu'on est en train de transformer en cauchemar. C'est pas possible. Il appartient aujourd'hui que la conscience des uns des autres, même ceux qui sont à côté de lui, se disent que non, il faudrait qu'ils partent, qu'on construise ce pays-là. Moi, je reviendrai sur l'article 70. Sassou n'est pas président. De lui-même, de là où il est, s'il m'écoute, il a dit, si la Constitution est violée, il a tout le temps violé la Constitution. Il approche les Constitutions, il approche tout. Mais là, c'est un acte de trop. C'est un acte de trop. Georges Goma, c'est la dernière question que je veux vous poser et chacun répondra à cette question pour évidemment conclure également parce que vos réponses tiendront lieu du mot de la fin. Alors, Georges Goma, nous avons dit tout à l'heure, on a relevé un fait qui a étonné quand même plus d'un Congolais, c'est que lors du discours sur l'état de la nation, on n'a pas fait mention du décès de Guy Brice Parfait Kolela alors qu'il y a eu du bruit autour pendant plus de 10 mois. Donc, il n'y avait pas une raison qu'on puisse, par exemple, oublier un tel fait. Mais il se trouve également que depuis qu'il est mort, puisque ça avait été relevé, je crois, d'entrée de jeu, qu'il y a eu des menaces de mort en public, devant les caméras, devant un public, devant tout le monde, et tout le monde le sait. C'est bien M. Firmin Ayessa qui a proféré ces menaces. Et quelques jours après, la personne est morte. Nous disions d'ailleurs que dans le cas d'espèce ou dans les circonstances pareilles, le premier suspect, c'est le monsieur qui avait proféré les menaces. Mais il se trouve que depuis, évidemment, le décès de Guy Brice Parfait Kolela, aucune enquête n'a été diligentée au niveau du Congo-Brazzaville. Ni le gouvernement congolais, ni la justice congolaise, aucune enquête n'a été diligentée. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je ne trouve pas
d'autre chose que de marquer, remettre l'accent sur la dictature qui existe au Congo-Brazzaville. En dictature, il n'y a pas de démocratie. En dictature, il n'y a pas d'institution. En dictature, il n'y a que des hommes forts. Et M. Denis Sassou Nguesso est l'homme fort. Et donc, pour changer la donne, il n'y a pas d'autre solution que de faire partir ce régime-là par un soulèvement populaire. C'est aussi simple que cela. Que personne ne viendra sortir les Congolais du ravin dans lequel M. Denis Sassou Nguesso les a plongés et continuer à les enfoncer. Et le soulèvement populaire, ce n'est pas du désordre dans la République. Le soulèvement populaire, c'est un droit universel qui est accordé à un peuple qui se sent, n'est-ce pas, opprimé et oppressé. Ça, on le sait très bien. L'oppression est à tout bout de champ au Congo-Brazzaville à partir du moment où on pourchasse les gens, il n'y a pas de liberté d'expression, les gens ne parlent même plus de politique, c'est une oppression. À partir du moment où les gens n'ont pas leur salaire, on cumule 30 mois sans salaire, c'est une oppression. À partir du moment où les jeunes ne vont pas à l'école, dans le pool, les enfants ne vont pas à l'école et personne ne s'en émeut, c'est une oppression. Les pensionnaires qui n'ont pas leur salaire, qui n'ont pas leur pension et d'autres qui meurent sans avoir touché leur pension, c'est une oppression. Donc l'oppression, le traumatisme est à tout bout de chemin au Congo-Brazzaville, à tout coin de rue au Congo-Brazzaville. Donc, rien qu'à partir de ça, il faut que les Congolais aussi se disent que non, écoutez, qu'on ne nous demande plus chaque fois d'envoyer des Western Union pour soutenir nos parents parce que l'État qui a ses fonctions régaliennes et qui tire beaucoup d'argent du pétrole du sous-sol du pays ne transfère pas cet argent pour le bien-être des Congolais, qui demandent à ceux qui sont, que ça soit à chasser du pays, qui souffrent en Occident, à avoir, ils ont des charges à payer ici, et encore, il faut renvoyer de l'argent, payer des médicaments aux gens dans un pays très, très riche, que M. Denis Sassou Nguesso n'en a cure, et continuer à voler l'argent, à mettre dans les paradis fiscaux. On le voit très bien. Là, j'ai reçu aujourd'hui la petite fille de M. Sassou Nguesso qui se prélasse aux Bahamas, partout, dans des immeubles incroyables. On peut multiplier des exemples à ce niveau-là. Donc, les Congolais doivent se prendre en charge. Tout simplement, un soulèvement populaire quand tout le monde, dans tous les 12 départements du pays, se lève, Sassou n'aura pas le temps de tirer sur les gens. Ils vont courir à Olombo pour fuir, prendre l'avion et fuir. C'est ça qui se passe de toutes les façons. Alors, monsieur Mathieu Bakima, nous sommes à la fin. C'est pour votre mot de la fin, évidemment. Je disais, depuis la mort de Guy-Brice Parfait-Kolela, malgré les menaces, aucune enquête n'a été diligentée. Et il y a un fait quand même tout à fait, j'allais dire curieux au Congo-Brazzaville, parce que lorsque ça arrive à un, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est après qu'on est surpris soi-même, qu'on soit victime. En fait, je ne sais pas qui l'a écrit. Il y a un écrivain, une célèbre phrase qui dit que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils sont venus prendre les musulmans, je n'étais pas musulman, quand ils sont venus prendre les chrétiens, ce n'était pas mon problème parce que je n'étais pas chrétien. Quand ils sont venus prendre les Juifs, bon, vous connaissez cette phrase. À la fin, monsieur s'est retrouvé tout seul. Effectivement, c'est fort de cela que le pouvoir de Brazzaville actuel a toujours agi. S'il vous plaît, excusez-moi, Mathieu, il faut dire que non, on est resté seul. Après, c'est lui qu'on est venu chercher lui-même aussi. Oui, donc, que quand on a fini de prendre les autres, c'est à son tour, c'est lui qu'on est venu chercher du tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. Donc, aujourd'hui, si les Congolais ne s'unissent pas, parce qu'en réalité, les Congolais ne sont pas aussi tribalistes comme on le dit. Mon métier d'avant m'a donné la chance de faire presque les 10 départements du pays. Sincèrement, les gens vous reçoivent, quelle que soit la langue que vous parlez, si vous communiquez, ça passe très bien. Tout à fait. Mais le problème ici, au Congo, le tribalisme a été élevé en mode de gestion du pays. Il ne faut pas avoir la honte de le dire. Parce que regardez seulement, prenez le temps de Google l'administration
civil au pays ou militaire. Vous regardez les chefs, les sous-chefs, et dans certains ministères, on parle presque en langue locale, on parle en dialecte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de honte. Les généraux, il y a un jeune qui s'est amusé à faire un truc où il a fait sur un document Excel où il a mis les généraux d'un côté, les régions où ils sont nés, et il a mis les directeurs, les grands directeurs de l'administration d'un côté où ils sont nés. Mais c'est une honte. Le Congo avait dépassé ça sous Ngouabi. Et même quand on critique l'Issouba, moi j'ai critiqué l'Issouba, mais regardez l'équipe qui était autour de l'Issouba. Le chef d'état-major, son aide de camp particulier. Et regardez comment... Mais or que là, il n'y a plus là. C'est-à-dire que ceux qui sont tribalistes, c'est nous autres qui critiquons ceux qui posent les actes de tribalisme. Mais ce n'est pas possible. Mais vous allez au ministère des Finances, vous regardez la hiérarchie, vous regardez le premier chef, tous vous descendez, c'est la même chose. Il ne faut pas se moquer des gens. Et on s'étonne après, malgré tout l'argent qu'ils ont eu, le pays ne décolle pas. Christian, il faut qu'un jour, qu'on débatte sur la presse. Parce que la presse accompagne M. Sassou dans ses délires. Cette presse-là, il n'y a pas très longtemps, elle a chanté, je ne veux pas donner des noms ici, j'avais suivi un débat à la télé là, de chez nous, on m'a envoyé, j'ai regardé. Le Congo sera un pays émergent en 2025. Mais nous sommes là. On ne peut pas être émergent quand il y a la corruption. On ne peut pas être émergent quand il y a le népotisme. Tu ne peux pas avoir tes enfants, tes neveux, tes parents. Le Congo, je le dis, je n'ai pas de haine ou contre quelqu'un. Non, je dis qu'avec M. Sassou, le Congo ne posera même pas les bases d'un développement harmonieux. Il n'y en a pas. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'est enfermé c'est-à-dire que dans sa tête, il est resté au village. Hein, il est chef Nkani, chef traditionnel. Il est venu au pays. Donc, il a oublié que c'est l'État colonial et l'État post-colonisation qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu. Mais en retour, il a oublié de retourner l'ascenseur aux jeunes. Lui, il a tout reçu. Hein. L'instruction, les bourses pour aller faire la formation, je ne sais pas, on a le chéri, il rentre, il a la promotion, le président Youlou le nomme lieutenant, je pense sous-lieutenant, c'est Youlou qui signe le truc, ça y est là, on a vu ça, les documents, ils sont là, mais c'est bien, il a progressé, il est devenu ce qu'il est, oui, mais il laisse quoi, lui, à son tour? Il laisse quoi? Il nous laisse ses enfants, ses neveux, hein, qui vont donc prendre le relais après lui. Il faut que, comme a dit Georges, à un certain moment, que les Congolais dépassent leur repli identitaire pour qu'ils mettent l'intérêt supérieur du Congo. La nation, je n'aime pas trop parler parce que la nation, c'est une notion un peu beaucoup plus difficile, mais une quête. On a une quête nationale à bâtir. On veut bâtir la nation Congo. On est en bonne voie parce qu'on a passé quand même 62 ans après les indépendances. Je crois que cette année, en août, ça sera le 62e anniversaire. Donc, il y a quand même la fondation a été mise. Ce qui reste, c'est qu'on travaille ensemble du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, pour que naisse demain une nation saine. Et non, je ne sais pas si c'est l'État-nation, mais non, moi, je l'appelle État-tribu, parce que les autres sont comme des accompagnateurs qu'on prend dans telle ethnie, région,
Et ceux qui ont les postes stratégiques, que ce soit dans l'administration civile ou militaire, je n'insulte personne, mais regardez, consultez vous-même, comme bizarrement, ils viennent d'un seul coin. Comme si Dieu n'avait fait que des hommes et des femmes intelligents dans ce coin-là de la République. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Mathieu Makiba. Georges, on va terminer. On va donner la parole à... Une référence très importante, monsieur Perrin, si vous me permettez. En tout cas, vous en avez pour 10 secondes. On y va. 10 secondes. Simplement, quand M. Bakima dit qu'on peut donner tout l'argent à M. Sassou, il ne fera rien, c'est le président ivoirien, monsieur qui connaît très bien la science économique, M. Ouattara, qui avait dit clairement que vous aurez donné des milliards au Congo-Brazzaville, ils ne feront rien. C'était simplement ça que j'allais rajouter. Pour cette bonne référence de M. Ouattara vis-à-vis de M. Sassou, qui du reste lui avait donné aussi de l'argent. Ben, probablement parce que probablement quand lui il avait besoin d'argent, il venait en prendre au Congo et il partait faire quelque chose chez lui en Côte d'Ivoire. Voilà, et on voit comment ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire. Et celui qui prêtait de l'argent, nous savons ce qu'est devenu le Congo. Alors, Mori Louzala, c'est bien la conclusion. Tout à l'heure, Mathieu nous a rappelé quelque chose de très intéressant que j'ai retenu. De jour, on est venu massacrer disons les choses comme il se fait dans le pool. Les autres ont dit je ne suis pas du pool. Quand on a massacré ceux de l'Ekana, les autres ont dit je ne suis pas de l'Ekana. Quand on a massacré ceux de Wando, je ne suis pas de Wando. Lorsqu'on a massacré à Oyo, je ne suis pas d'Oyo. Quand on a massacré à la Bouenza, je ne suis pas de la... Et finalement, le dernier aussi, on est venu le chercher. Alors, quelles leçons peut-on tirer de là et pour évidemment conscientiser les Congolais, qu'ils comprennent qu'ils sont faits pour vivre ensemble et que tout ce que nous sommes en train de vivre, les drames que les autres subissent, que ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'il faut finalement conjuguer les efforts pour finalement générer un Congo où il fera bon vivre. Merci Christian Perret. Effectivement, l'exemple que mon frère Mathieu vient de donner, c'est un exemple, c'est-à-dire que quand on regarde par rapport à la colonisation, les colonisateurs faisaient la même chose. C'est avec ça que les colonisateurs ont réussi à coloniser toutes ces zones-là. Mais le vrai problème, c'est lequel? C'est que moi, je crois que je l'ai déjà dit, si certains qui sont proches de Denis Sassou Nguesso en disant que non, c'est la tribu, c'est la région, c'est tout, qui se rendent compte qu'il y avait des gens qui étaient très puissants auprès de Denis Sassou Nguesso. Je cite Adoua, le général Adoua, était très puissant auprès. Je cite Kazis, qui était un ami de Denis Sassou Nguesso. Où sont-ils? Il n'y avait qu'un seul ministre de la Défense qui avait le poste de ministre de la Défense, c'était les Koudou. Iti aussi et tout. C'est le seul. Et tous les ministres qui ont suivi, c'est les ministres délégués, attachés à la présidence. Pour dire qu'il faudrait que chacun se dise que ce pays, même pour eux-mêmes, il faut chasser l'autre. Nous avons montré la voie en disant que si quelqu'un viole la Constitution, il faut le chasser. Les démocrates doivent se lever. Ils vous le disent. Le diable se trouve dans les détails. Il le dit. Mais les Congolais ne regardent même pas. Il est conscient de là où il est que je me demande s'il aime quelqu'un. Même s'il aime ses propres enfants. Je ne crois pas. Parce que le Congo a tout donné. Et qu'est-ce qu'il donne? Rien. On le voit. Je regardais une émission sur YouTube en Tunisie, sur Ben Ali. Ben Ali faisait la même chose. On ne va pas inventer l'eau chaude. Il faisait la même chose. Aujourd'hui, il nous appartient, nous, Congolais, de dire que trop c'est trop. Levons-nous, chassons-nous. On va se retrouver. On peut tout dire. On peut dire le tribalisme et tout ça là. C'est un moyen que Satan a utilisé, Hitler a utilisé pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ce sont les mêmes moyens, les mêmes méthodes qu'ils utilisent. Maintenant, la question que je pose est la suivante. Vous qui êtes proche de Sassou Nguesso, vous qui êtes proche de pouvoir, vous envoyez vos enfants en France et tout. Et ces enfants-là, quand ils ont fini les études, vont travailler où?
Vous vous posez la question, ils vont repartir sur un pays complètement détruit. Les comptes numéraires que vous ouvrez là, le jour où vous serez au pouvoir, où il n'y aura plus rien. Mobutu a mangé du couscous sans viande. Alors que Mobutu, on le voyait sortir du ciel et puis il avait pas mal de choses. En Occident, quand vous allez déposer de l'argent, dès l'instant où vous n'êtes plus, l'argent appartient aux banquiers suisses. Il faudrait qu'on prenne conscience. Je prends l'exemple de Kadhafi. Kadhafi, après la guerre, les gens se sont dit, ah non, non, cet argent-là, on va le prendre. Mais après, les Occidentaux étaient surpris de voir que cet argent appartient à l'État libyen. Donc, ils n'ont pas pu prendre quelque chose. Moi, je crois que maintenant, les souffrances, vu tout ce que nous faisons, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience, que chacun dans son coin s'interroge. Ça se n'hésitera pas, même le gars de son propre coin, de les liquider. Son problème, c'est lui, les autres ne comptent pas. Nsuru l'a dit. Il a dit, c'est Milongo qui m'a mis lieutenant-colonel. C'est le souvent qui m'a mis colonel plein. Mais je les ai trahis. Mais celui-là avec qui j'ai servi, il a donné les grades de généraux à tout le monde. Le général à tout le monde. Et moi, il ne m'a même pas. Il n'est pas le seul, il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui étaient à côté de lui, qui aujourd'hui se trouvent sous terre. Et il abandonne les enfants, il ne les suit pas. Hein. Moi, je crois, en tout cas, je me bats comme la vérité pour pas que nous nous battons, pour que la vérité triomphe. Et non seulement la vérité va triompher, et qu'au plus jamais, un Congolais. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui critiquent ça, quand ils arrivent au pouvoir, ils font pire que lui. Donc, il faudrait mettre ce qu'on appelle des digues pour que personne ne puisse faire ce que l'autre a fait. Aucun qu'on doit subir. C'est pourquoi nous voulons effectivement, nous appelons nos feux, qu'on installe un régime vraiment démocratique, avec des contre-pouvoirs, pour que les gens n'utilisent pas le pouvoir pour leur bien, et prennent le Congo pour leur bien personnel. Voilà le son du combat. Pourquoi est-ce que nous avons mis vérité pour Paco? Il nous appartient à nous de nous battre. Et j'appelle mes frères, mes sœurs, de vous dire que non, c'est entre vos mains. La libération du Congo se trouve entre vos mains. N'attendez pas que la France quitte là, ici, ou l'Amérique, ou la Chine, ou l'URSS viennent pour pouvoir chasser l'autre. Non, c'est nous-mêmes. C'est à nous de nous organiser pour le mettre hors d'état de nuire. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'ai eu pour invité Mathieu Bakima Baliel, diplômé de l'Institut des hautes études internationales de Genève, enseignant dans le Maryland et directeur de publication du journal Madoukou Tchekele. Il y a eu aussi Georges Goma-Gakissa, docteur en sociologie Paris-Sorbonne, enseignant à l'Université de Québec. Il a également enseigné 14 ans à l'Université d'Ivry. Et enfin, nous avons eu Monsieur Morigue Louzala, mathématicien et enseignant-chercheur. À vous, chers téléspectateurs aussi, grand merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas non plus de vous abonner. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.